C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cet enjeu, cette question, affaire Liana. Un raté judiciaire. Jérôme B. est-il passé au travers des mailles du filet d'une justice trop lente? La disparition de la jeune fille de 11 ans dans le Gers prend de l'ampleur. Le gouvernement annonce le lancement d'une enquête administrative pour faire la lumière sur d'éventuels dysfonctionnements. Le suspect était déjà visé par une plainte déposée en 2025 pour viol sur une adolescente de 10 ans, mais il n'a jamais été auditionné. Incompréhension, colère, interrogation donc sur un raté judiciaire et de la gendarmerie également. La procureure de la République d'Auch va tenir une conférence de presse dans quelques minutes maintenant à 17h au tribunal judiciaire. Alors que les recherches, elles se poursuivent au 6e jour pour tenter de retrouver Liana, le profil du suspect Jérôme B, mis en examen pour enlèvement, séquestration, placé en détention provisoire. Eh bien, ce profil s'étoffe avec de nouvelles révélations choc que vous verrez dans quelques instants. Jérôme B est-il passé à travers les mailles du filet judiciaire? On en parle bien sûr. Mais d'abord, prenons la direction du tribunal. Pour vous retrouver, Hugo de Matos, merci d'être avec nous en direct avec Arthur Grolet. Messieurs, quels sont les enjeux, quelles sont les attentes autour de cette conférence de presse ? Oui, eh bien, les enjeux, ils sont cruciaux. Effectivement, ils vont porter sur cette plainte pour viol qui date d'août 2025 et qui vise Jérôme B. On le rappelle, elle concerne une petite fille de 10 ans, une amie de Liana. On parle ici de multiples viols, des faits qui auraient été commis de septembre 2024 à mai 2025. La plainte a été déposée en août 2025, mais elle n'est arrivée à la gendarmerie de Fleurance qu'au mois de janvier. Alors des questions demeurent. Pourquoi la procédure a-t-elle pris autant de temps? Pourquoi Jérôme B. n'a-t-il encore jamais été entendu dans cette affaire? Est-ce un raté du système judiciaire? Ces questions, elles seront bien évidemment centrales durant cette conférence de presse. Elle débute dans quelques minutes maintenant. Merci beaucoup Hugo de Matos et Arthur Grolet. On suivra tout ça avec vous et grâce à vous. Alors, pour tout comprendre, pour tout décrypter, nos invités sur ce plateau, merci beaucoup Marie Belot d'être avec nous. Vous êtes spécialiste police-justice pour TF1 LCI. Merci beaucoup Maître Carbon de Cèze d'être présent, avocat pénaliste. Bonjour, voilà. Merci beaucoup Guillaume Fard, vous êtes consultant police-justice TF1 LCI. Merci Valérie Nataf d'être là également, éditorialiste politique TF1 LCI. Renaud Pilat, éditorialiste politique TF1 LCI, bonjour à vous également. Donc d'abord, on va revenir sur les faits, je le disais, le profil du suspect s'étoffe, des révélations, encore ces toutes dernières minutes. Allez, on file devant l'écran, Marie, pour tout expliquer à nos téléspectateurs. Si enquête ouverte il y a, enquête administrative, annonce du gouvernement à l'Assemblée cet après-midi, et si prise de parole de la procureure il y a, c'est parce que il s'est passé des choses avant la seule et l'importante disparition de Liana. Oui, on a appris en réalité qu'une plainte avait été déposée contre Jérôme B en août 2025. Une plainte qui a été déposée à Plaisance du Touche, donc on n'est pas loin de Toulouse, par une famille qui dit que sa fille de 10 ans a été violée par cet homme. Donc, naturellement, c'est le parquet de Toulouse qui va d'abord s'intéresser à cette plainte, mais les faits se seraient passés à Montestruc sur Gers. Donc on est assez loin de Toulouse et en réalité le parquet qui est territorialement compétent pour des faits qui se seraient commis à cet endroit, c'est le parquet d'Auch. Et on remarque qu'il y a 2 à 3 mois de délai entre le dessaisissement du parquet de Toulouse et le moment où la plainte arrive sur le bureau de la procureure d'Auch. Elle explique qu'elle a la plainte sur son bureau au mois de décembre et c'est le 9 janvier 2026 qu'elle décide de confier à la gendarmerie de Fleurance cette plainte pour viol. Marie, on apprend l'existence de 2 nouvelles plaintes visant Jérôme B, notamment une plainte qui a été déposée ce matin même. Oui, une plainte déposée ce matin même par un père, évidemment très en colère. Il explique que sa fille aurait été victime d'attouchement lors d'une soirée pyjama en août 2025. En réalité, il apprend ça en mars dernier. Sa fille vit en foyer et sa fille se serait confiée au personnel du foyer en expliquant qu'elle avait été attouchée pendant cette soirée pyjama. Il dit qu'il veut porter plainte à ce moment-là, mais qu'il doit régler des questions avec le foyer. Et c'est en entendant le nom de Jérôme B, son implication potentielle dans la disparition de Liana, qu'il se décide finalement à porter plainte ce matin. Écoutez. Ah non, moi je comptais porter plainte, mais je pouvais pas porter plainte tant que ma fille en fait avait pas été entendue. Donc moi j'ai appelé la gendarmerie quand j'ai vu cette affaire, j'ai fait attendez, c'est pas normal. Là j'ai ce nom qui est sur mon papier que l'éducatrice m'a donné. Et à la télé, ça parle de
J'ai fait, papa, c'est quoi ce truc, là? Donc, on apprend donc l'existence de cette deuxième plainte déposée ce matin, mais aussi l'existence d'une troisième plainte qui, elle, a été déposée en 2022. En tout cas, une enquête a été ouverte en 2022 pour encore des faits de nature sexuelle commis cette fois sur une fillette de 9 ans. Plainte déposée, enquête ouverte. Jérôme B. aurait été auditionné, mais en 2024, la plainte est classé sans suite. Voilà pour les procédures judiciaires dont on a connaissance. Mais on sait également qu'il a été licencié d'un lycée pour des messages qui auraient été échangés avec une jeune fille, des messages insistants. Et c'est pour cette raison qu'il a été licencié en 2021. Mais visiblement, ça n'avait pas été judiciarisé. On n'a pas connaissance d'une plainte déposée par cette jeune fille, ni d'un article 40, d'un signalement qu'aurait fait le lycée à la justice. Et Marie, où en est l'enquête concernant la disparition de Liana ? Alors, il y a un peu deux volets dans cette enquête. On le voit, il y a tout le volet opérationnel sur le terrain avec des gendarmes qui continuent à la fois de ratisser des zones boisées, de nouveaux bois qui sont ratissés aujourd'hui autour du collège et de la piscine qui sont les derniers lieux où elle pourrait avoir été aperçue. Il y a du porte-à-porte, une opération de porte-à-porte qui est en cours à Fleurance, près du collège. Les gendarmes sont en train d'aller poser des questions à des riverains pour savoir s'ils auraient vu des choses. On le voit, il y a des points d'eau qui sont évidemment sondés par les gendarmes. Et puis, il y a tout le volet enquête judiciaire avec des gendarmes qui sont en train à la fois de fouiller le téléphone de Jérôme B, son ordinateur, tout ce qui a été perquisitionné à son domicile, mais aussi des auditions de son entourage, de sa femme, peut-être de sa fille, de ses proches. Et le point crucial, c'est aussi cette voiture, la voiture de Jérôme B, dans laquelle la petite Liana est vue sur une caméra de vidéo de surveillance en train de monter dans cette voiture à 15h vendredi. C'est donc la dernière fois qu'elle a été aperçue. Merci beaucoup Marie Belot. Maître, je me tourne vers vous bien naturellement. Plusieurs plaintes, une sans suite, mais plusieurs plaintes. Et aujourd'hui, on en est là. Est-ce qu'on peut parler de raté judiciaire ? Écoutez, ça, l'enquête qui est diligentée le dira, mais il y a des choses. Se poser la question est légitime. Oui, tout à fait légitime. Oui, c'est même, ce serait même l'inverse qui serait fautif, c'est de ne pas se poser la question. Par exemple, sur la mauvaise orientation vers un parquet qui n'est pas compétent, sur le délai de réaction du parquet qui n'est pas compétent vers celui qui l'est, c'est-à-dire de Toulouse à Auch. Et puis, il y a quand même un fichier qui s'appelle le STIC, le système de traitement des infractions constatées. Sur des qualifications qui ne sont pas neutres, on n'est pas dans quelque chose de subalterne. On est sur un sujet qui est l'objet d'une attention particulière de tous les parquets de France sur instruction de tous les gardes des Sceaux successifs depuis longtemps, c'est-à-dire les atteintes aux mineurs. Et donc, si vous voulez, le fait qu'on laisse une impression un peu flottante d'une forme de paresse judiciaire, on aura le temps, on traitera ça plus tard, sans que le mis en cause soit auditionné, sans que on diligente une audition très précise des victimes supposées pour savoir si elles ont, par exemple, des descriptions convergentes de ce qu'elles ont subi. Tout ça laisse une impression de manquement. Pour bien comprendre, on peut comprendre qu'un parquet se dessaisisse du dossier, en fait c'est pas notre juridiction, il faut le transmettre ailleurs, peut-être même pour plus d'efficacité in fine. Mais quand l'homme a déjà des plaintes dans son dossier, même si une est sans suite, très basiquement, il n'y a pas des alarmes rouges dans les ordinateurs, dans les fichiers qui clignotent pour dire il faut accélérer sur ce dossier parce qu'il pourrait passer entre les mailles du filet ? Si, vous avez raison, il n'y a pas que le casier judiciaire. En l'espèce, vous avez affaire à quelqu'un qui est mis en cause, qui n'a jamais été condamné. Mais le système de traitement des infractions constatées permet précisément de repérer quelqu'un dont il y a des agissements répétés et graves. Voilà, en tout cas, il y a un soupçon. Et ce soupçon doit alerter et parquetiers et enquêteurs sur la nécessité d'investiguer en urgence. Allez-y. Sur la question des lumières rouges qui doivent s'allumer, en fait, le problème, c'est pas qu'elles n'existent pas, c'est qu'il y en a beaucoup trop. D'abord, vous prenez les majeurs, je ne vais pas noyer de chiffres, mais il y a 220 000 majeurs qui sont victimes en France chaque année de viols, tentatives de viol, agressions sexuelles. 220 000. Vous rajoutez à ce chiffre 160 000 mineurs qui sont eux aussi victimes de viols, tentatives de viol, agressions sexuelles.
160 000 mineurs, ça veut dire 18 par heure. Ça veut dire que quand nous, on aura terminé cette émission, il y en aura eu 18 à l'échelle de la France qui auront été victimes d'agressions. Ce chiffre a augmenté de 56% depuis 2020. C'est-à-dire que ces faits sont beaucoup plus signalés. Auparavant, on n'en parlait pas, c'est pas qu'ils n'existaient pas. Et donc, les services d'enquête et les services de justice sont littéralement noyés. Donc c'est pas qu'il y a trop de signes rouges, c'est qu'il n'y a pas assez de monde pour les traiter. Notamment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de dédouaner l'administration. Puis d'abord, c'est pas mon rôle. Et en plus, les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont diligenté une enquête qui est confiée à l'Inspection générale de la Justice et à l'Inspection générale de la Gendarmerie nationale. Mais les services d'enquête sont noyés, littéralement noyés, par tous ces signalements, parce que 160 000 mineurs victimes chaque année d'infractions à caractère sexuel, c'est autant d'enquêtes qu'il faut mener. Et d'ailleurs, vous savez combien d'affaires de viol sont jugées chaque année sur mineurs? C'est à peu près 2000 chaque année en France. Donc vous voyez, le ratio, c'est-à-dire que par rapport à toutes ces plaintes, il faut instruire toutes ces procédures. C'est-à-dire que ce sont des dizaines de milliers de procédures qui font que dans l'effet étranglement, dans le goulot d'étranglement de la justice, la capacité à juger ces affaires, c'est de l'ordre de 2000 sur des centaines de milliers de plaintes. Valérie Nataf, est-ce que annoncer, comme l'a fait le gouvernement, la voix de Laurent Nunez dans l'hémicycle cet après-midi, annoncer tout de suite l'ouverture d'une enquête administrative et judiciaire et de gendarmerie, Marie, on y reviendra dans quelques instants. Est-ce que c'est déjà reconnaître, admettre qu'il y a bel et bien des failles ? C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Il a dit qu'il y avait des dysfonctionnements et que c'est pour cela qu'il diligentait cette enquête auprès de l'inspection, avec l'inspection générale de la justice et l'inspection de la gendarmerie nationale. Une fois de plus, on voit que la justice est au centre de toutes les polémiques. Et donc, politiquement, c'est une affaire extrêmement compliquée à gérer pour les ministres en charge. Faut-il rappeler que la justice et les magistrats sont indépendants et que donc malgré les consignes données par les parquets sur les questions liées aux agressions sexuelles sur mineurs, c'est de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas de voleurs de poules là. C'est une des plus graves, un des plus graves crimes. Eh bien, malgré cela, les magistrats font comme ils peuvent. J'entends bien, il ne s'agit pas d'accabler qui que ce soit. Les enquêteurs font comme ils peuvent, mais la responsabilité politique qui s'exprime à chaque fois qu'il y a ce type, hélas, d'affaires abominables, eh bien, c'est sur les épaules du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur. Oui, et du ministre de l'Intérieur. C'est là où je reviens vers Marie Belot. Il y a demande d'ouverture d'enquête administrative pour le judiciaire et pour la gendarmerie, parce qu'il y a les deux jambes, le tribunal, les enquêteurs, pour reprendre le mot de Valérie. Oui, il y a plusieurs potentiels problèmes. Il y a le problème de la lenteur de la transmission de la plainte entre les deux parquets. Est-ce que cette plainte est restée sur un bureau, a été oubliée par le parquet de Toulouse? Est-ce que la plainte s'est perdue dans les tuyaux? Parfois, on a du mal à imaginer. On est en 2026 avec les systèmes de communication Internet. Comment les plaintes peuvent mettre autant de temps à changer de juridiction? Et puis, il y a le problème de potentiel, parce qu'on n'a pas encore tous les détails, on espère que la procureure nous en dira plus, du traitement de la plainte par la brigade de Fleurance qui a été chargée de l'enquête à partir du 9 janvier 2026. Que s'est-il passé entre janvier et mai? Ça se trouve, des choses ont été faites, on n'est pas au courant. Peut-être que les gendarmes ont enquêté, ont recueilli des témoignages. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas entendu le mis en cause. On sait aussi que ça intervient plutôt généralement une fois que les enquêteurs ont recueilli des éléments. Donc, est-ce que les gendarmes ont fait correctement leur travail? C'est aussi cette question que va se poser l'IGGN. Je viens vers vous, Renaud, mais allez-y, Guillaume, vous avez une précision. Dans le prolongement de ce que disait Marie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que généralement, on entend la personne plutôt à la fin. C'est-à-dire que l'usage, c'est que quand il y a une plainte qui vise une personne, on commence par enquêter, surtout quand il s'agit de faits de nature criminelle, viol sur mineur, on commence par enquêter, à recueillir des éléments, puis on convoque cette personne et on lui soumet, le cas échéant, les éléments qu'on a recueillis à son encontre. Parce que si on l'entend tout de suite, d'abord, elle peut savoir qu'elle est surveillée, elle peut savoir qu'elle est visée par une plainte, elle peut détruire des preuves, elle peut changer son attitude, son comportement, dissimuler des choses. Par exemple, effacer le contenu d'un ordinateur. Ça, on le voit dans beaucoup d'affaires. Donc, généralement, on commence par enquêter. Le cas échéant, on interroge discrètement l'environnement. On peut
si dans le cas de certaines enquêtes préliminaires utiliser des moyens techniques limités, mais tout de même. Puis après on interroge. Donc ça peut aussi expliquer. C'est-à-dire, moi je ne sais pas, comme disait Marie, qu'est-ce qui a été fait. Peut-être qu'il y a déjà des actes d'enquête, mais pour l'heure c'est vrai que ça semble quand même assez long. Depuis janvier, on est en juin, qu'il n'y ait pas eu de convocation. Factuellement, l'enquête administrative, elle est lancée, mais elle peut aussi dire, in fine, que le temps a été respecté, le temps de l'enquête, le temps de la procédure. Oui. Il y aura quand même quelque chose qui sera compliqué à expliquer, c'est le nombre conséquent de semaines entre l'arrivée de la plainte au parquet de Toulouse et sa transmission au parquet d'Auch. Ça va être un petit sujet. Ce que je voudrais simplement préciser, c'est que tout ce que vous explique Guillaume Fard est vrai. Simplement, il y a une nuance. Dans les très bons services, on clôt une enquête par une audition ou une garde à vue. Parce que on s'est bien organisé et qu'on veut confondre la personne qu'on soupçonne. Mmh. Voilà, c'est pas la majorité des services qui agissent ainsi, notamment parce que le défaut qu'indique Guillaume Fard d'alerter le mis en cause sur la surveillance dont il fait l'objet ou les soupçons, c'est aussi une méthode dans de nombreux services, notamment de gendarmerie, pour dire attention, on vous a à l'œil, donc tenez-vous à carreau. Donc il y a beaucoup de services d'enquête qui ne finissent pas par l'audition du mis en cause, mais l'entendent très vite. Bon, or je ne sais pas, concernant les gendarmes de Fleurance, si c'est un service très organisé, un service d'élite, ou si c'est un service commun. Je ne connais pas leurs usages. Mais ça n'est pas une méthode générale de terminer par l'audition. Renaud. On va avoir bien sûr, et on l'a depuis plusieurs jours, et on l'aura dans plusieurs jours, et même plusieurs semaines, parce qu'il me semble que cette affaire dramatique a un impact sur l'opinion qui est extrêmement important. Vraiment, on est dans ce qu'il y a de pire. Cette victime, les parents, donc on est vraiment sur un fait divers dramatique et j'aime pas ce mot, mais extrêmement impactant. Il faut rappeler quand même aussi un contexte national et général Exactement. terrible ces derniers mois, Exactement. les affaires de pédocriminalité dans la capitale, etc., etc. Il y a quand même aussi un climat qui est assez terrible. Assez terrible, avec les chiffres que rappelait Guillaume. Effectivement, c'est positif qu'il y ait de plus en plus de plaintes, ça veut dire que la parole se libère et que la démarche de porter plainte est là, contrairement à il y a 10, 20 ou 30 ans, mais l'engorgement fait qu'elles ne sont pas traitées. Donc il va y avoir beaucoup d'explications dans tous les sens, mais il y a de la lenteur, mais c'est incompréhensible pour les Français, me semble-t-il. C'est incompréhensible. Et moi je retiens juste deux petits points. Premièrement, un détail, mais il y a de la plainte en ligne. Pardonnez-moi Renaud, puisque la procureure de la République d'Auch est en train de s'installer, on va l'écouter. Je souhaite avoir une pensée pour Liana, pour ses parents, ses proches et l'ensemble de ceux qui vivent aujourd'hui dans l'angoisse de son absence. Depuis le signalement de sa disparition, les enquêteurs, les magistrats et l'ensemble des services mobilisés ont pleinement conscience de l'épreuve qu'ils traversent. Chacun mesure l'inquiétude, l'attente et la souffrance que cette situation provoque depuis plusieurs jours. L'information judiciaire est désormais conduite par le pôle criminel du tribunal judiciaire d'Agen et les investigations se poursuivent activement. Par ailleurs, il a été annoncé ce jour l'ouverture d'une mission d'inspection destinée à examiner les conditions dans lesquelles la procédure antérieure a été traitée. Elle a été confiée conjointement à l'Inspection générale de la justice et à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale. Dans ce contexte, j'ai souhaité vous apporter des éléments factuels dont dispose le parquet d'Auch sur ces procédures. Mais je ne serai pas en mesure de répondre à des questions portant sur l'enquête judiciaire en cours ou sur les investigations qui relèvent désormais d'autres autorités. 3 procédures impliquant le mis en examen ont été identifiées par mon parquet, que je vais évoquer chronologiquement. Il a été tout d'abord retrouvé trace d'un renseignement judiciaire établi par la gendarmerie en décembre 2017. La gendarmerie a été saisie par la mère d'une jeune fille de 17 ans, venant de découvrir que sa fille entretenait une relation depuis quelques mois avec un homme majeur. La jeune fille évoquait alors une relation consentie. Au regard de l'âge de cette jeune fille, aucune infraction n'était susceptible d'être caractérisée. En effet, son âge, 17 ans au moment des faits, ne permet pas de présumer une absence de consentement. Ce renseignement judiciaire a donc fait l'objet d'un classement sans suite par mon parquet
en février 2018. Par ailleurs, une procédure le mettant en cause a été reçue au parquet d'Auch en janvier 2024 sur dessaisissement du parquet de Béthune, compte tenu du lieu des faits et du domicile du mis en cause. Elle avait été ouverte à la suite d'une plainte déposée au commissariat de Béthune en 2022 pour des faits de viol sur mineurs de 15 ans, commis courant 2020 à Montestruc-sur-Gers, au domicile du mis en cause. Dans le cadre de cette procédure, une mineure née en 2013 a dénoncé un fait de viol. Les actes d'enquête diligentés, notamment le rapport d'examen médico-légal, l'examen psychologique et les témoignages recueillis, n'ont pas permis d'étayer suffisamment ces déclarations. Cette procédure a donc fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 28 mai 2024 pour le motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Je rappelle en effet que pour que le parquet puisse poursuivre l'auteur d'une infraction pénale, il est juridiquement nécessaire que l'infraction soit caractérisée en tous ses éléments et que l'enquête établisse des charges suffisantes. Il a été considéré dans cette affaire que ces éléments faisaient défaut. J'en arrive à la procédure qui était en cours au moment de la disparition de Liana. Cette procédure a été initiée en août 2025, le 22 août 2025, par le dépôt de plainte de la mère d'une mineure née en 2014. Le 27 août 2025, l'enfant a été entendu et a dénoncé des faits de viol qui auraient été commis sur sa personne par le mis en cause entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile de ce dernier dans le Gers. Les examens médico-légaux et psychologiques d'usage dans ce type de dossier ont été réalisés en septembre et octobre 2025. En octobre 2025, le parquet de Toulouse s'est dessaisi de la procédure au profit du parquet d'Auch en raison du lieu de commission des faits dans le Gers. Le 9 janvier 2026, la procédure a été adressée par le parquet d'Auch à la gendarmerie de Lectoure, dans le Gers, pour poursuite de l'enquête. Le 23 janvier 2026, une attache téléphonique a été actée entre la gendarmerie et le parquet d'Auch, au terme de laquelle il a été prescrit par le magistrat du parquet un certain nombre d'actes d'enquête complémentaires, notamment un complément d'audition de la mère de la mineure, des auditions de témoins, des réquisitions téléphoniques. Il était prescrit, à l'issue de ces actes d'enquête, un placement en garde à vue du mis en cause pour audition. Je tiens à préciser que dans le cadre d'une enquête pénale, l'audition du mis en cause est toujours le dernier acte d'enquête à effectuer après que l'ensemble des autres investigations aient été réalisées. Cette enquête était en cours au moment de la disparition de Liana. Par ailleurs, je tiens à vous informer que dans le cadre de l'enquête en cours qui portait sur l'enlèvement et la séquestration de Liana, un dirigeant d'établissement scolaire a spontanément contacté la gendarmerie le 31 mai 2026 pour signaler que le mis en cause avait fait l'objet d'un licenciement initié en 2020 alors qu'il était employé par la région Occitanie comme agent d'entretien, licenciement initié en raison d'une relation inappropriée avec une lycéenne. Des vérifications urgentes sont en cours afin de savoir si ces faits ont donné lieu à un signalement aux autorités judiciaires. En l'état, aucune procédure en lien avec cet événement n'a pu être identifiée au sein de mon parquet. Enfin, il a été porté à ma connaissance ce matin le dépôt d'une nouvelle plainte pour viol sur mineur à l'encontre du mis en examen, dont je n'ai pas encore pu prendre connaissance dans l'entièreté de ses détails. Je n'ai donc pas en l'état d'éléments suffisants à vous communiquer sur le contexte et la nature des faits dénoncés. Ce que je tiens à vous indiquer aujourd'hui, c'est qu'en parallèle de l'information judiciaire pour enlèvement et séquestration, les enquêtes judiciaires ouvertes pour viol sur mineurs vont se poursuivre et vraisemblablement faire l'objet d'un regroupement afin de les traiter à la lumière les unes des autres. Il est tout à fait envisageable également que la procédure qui avait fait l'objet d'un classement sans suite en 2024 soit aussi réexaminée à la lumière des événements récents pour envisager une reprise des investigations. Voilà en l'état les éléments dont je pouvais vous faire part
pour les procédures judiciaires qui ont été diligentées ou sont en cours au sein de mon parquet. Je vous remercie pour votre attention. Et comme indiqué de manière liminaire, compte tenu du contexte de l'ouverture d'une information judiciaire en cours à Agen et de la mission d'inspection qui a été confiée, je ne répondrai pas en l'état à d'éventuelles questions. Et ce délai de 5 mois vous paraît-il raisonnable et acceptable par les parents ? Comme je viens d'indiquer, je ne souhaite pas en l'état faire de réponse aux questions. Ce sera tout l'objet de la mission des inspections, donc, du ministère de la Justice et de la Gendarmerie nationale qui viennent d'être saisies. C'est l'annonce qui a été faite aujourd'hui, que sera diligentée une inspection conjointe dans les jours, les semaines et les mois à venir. Je vous remercie. Voilà pour cette conférence de presse de la procureure de la République de Auch dans le cadre de la disparition de Liana et d'une affaire qui prend de l'ampleur puisque vous l'avez compris, le profil de celui qui est toujours suspect est en train de s'étoffer. La procureure qui vient de détailler 3 procédures concernant Jérôme B, mais 5 points chronologiques. Décembre 2017, janvier 2024, 22 août 2025, 31 mai 2026, plainte sur mineur. Ce matin, déposée, elle n'en avait pas le détail complet puisque ça vient de tomber. Marie Belot, je me tourne vers vous. Quel est selon vous le point saillant ? Quel est le fait que nous avons appris, qui est peut-être l'angle mort mis en lumière ces derniers instants ? Moi, il y a 2 points qui me paraissent nouveaux dans ce qu'on a appris. C'est d'une part, elle répond d'une certaine façon aux accusations qu'a fait le parquet de Auch une fois que la plainte a été transmise de Toulouse à Auch. Elle explique que le 9 janvier, la gendarmerie de Lectoure est désignée comme service enquêteur et que le 23 janvier, il y a une preuve d'une attache téléphonique entre la gendarmerie et le parquet. Et elle explique que des actes ont été demandés, donc que le parquet a bien fait son travail, qu'il a demandé à la gendarmerie de réentendre la mère, de faire des réquisitions téléphoniques, donc de mettre le mis en cause sur écoute et d'entendre à des fins de garde à vue le mis en cause à l'issue. Et elle explique bien que l'audition du mis en cause à garde à vue, ça doit bien intervenir à la fin de la procédure, une fois que des éléments ont été réunis. Et elle explique que cette enquête, elle était encore en cours au moment où Liana a disparu. Donc ça, c'est le premier élément qui me paraît nouveau, c'est qu'elle répond aux accusations en se dédouanant un peu sur la gendarmerie. Et l'autre élément dont on n'avait pas connaissance, puisque les autres plaintes, on les avait listées juste avant le licenciement également du lycée pour des messages avec une lycéenne, c'est que cet homme-là, en décembre 2017, il aurait eu une relation avec une jeune fille de 17 ans, que la mère l'avait signalée, mais qu'aux yeux de la justice, à 17 ans, quand bien même il y a un grand écart d'âge, la relation est consentie et donc il n'y a pas eu de poursuite sur cet homme. Ce sont pour moi les 2 faits nouveaux qu'on apprend de cette conférence. Mais est-ce que, je sais qu'elle n'a pas pu aller plus loin parce qu'elle estime qu'elle n'a pas pris suffisamment de temps, eu la possibilité en tout cas d'aller plus loin sur cette nouvelle plainte, c'est écrit en bas de l'écran, pour viol sur mineur qui a été déposé ce matin. Mais nous, est-ce qu'on en sait un tout petit peu plus, Marie ? Oui, c'est le fameux papa dont on entendait le témoignage anonyme tout à l'heure. C'est cet homme qui explique que sa fille est en foyer, qu'elle vit dans un foyer et qu'en mars, le foyer l'a contacté, ce papa, pour prévenir du fait que cette jeune fille signalait des faits d'attouchement lors d'une soirée pyjama alors qu'elle n'avait que 11 ans. Il explique qu'il n'a pas porté plainte tout de suite parce qu'il voulait régler des démarches avec le foyer. Il a sans doute tardé avant de signaler les faits. Et il explique qu'en entendant le nom du mis en cause, du mis en examen dans la disparition de Liana, il s'est dit mais c'est pas possible, c'est le même homme dont parlait ma fille, et c'est ce qui l'a poussé, furieux, à aller déposer plainte ce matin à la gendarmerie. Le regard de l'avocat, M. Carbon de 16, qu'avez-vous retenu, vous ? Que faut-il, selon vous, retenir de primordial dans cette prise de parole ? La prise de parole elle-même, et je dois vous avouer que je suis extrêmement mal à l'aise. Parce que il y a une petite fille, donc Liana, qui a disparu. Et l'énergie du parquet est déployée dans cette conférence de presse à s'exonérer de toute responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne vous fait pas état de l'avancée de l'enquête. Au lieu de se concentrer sur enquêter, l'obsession de Madame la procureure est de venir vous dire qu'elle n'y est pour rien, que ses services n'y sont pour rien, et même de convoquer une conférence de presse pour parler d'elle et non pas de l'avancée des actes d'enquête. Sans question. Ça me paraît... Sans question des journalistes. Sans question des journalistes. Et ça me paraît
accessoirement maladroit, mais mon opinion personnelle importe peu, mais ça me paraît tout à fait déplacé. Viendra le temps des explications, par exemple, au terme de l'enquête administrative. Mais alors qu'on est en plein drame, qu'il y a une famille qui s'interroge sur le sort de cet enfant, sur son destin, et venir dire c'est pas nous, c'est les gendarmes, et on peut vous faire état d'un coup de fil, et en fait on s'est très bien comporté, et cette série de dysfonctionnements n'est absolument pas venue interférer en quoi que ce soit sur le destin de la malheureuse enfant dont on est sans nouvelles, me paraît proprement déplacé, pour rester pudique. Voilà, c'est ça. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que dans une société privée, le responsable d'un département qui, en plein drame, imaginons le même drame dans une entreprise, viendrait dire, alors que l'enquête interne est susceptible de le mettre en cause, viendrait convoquer pour dire, ce qui est important, c'est pas le drame de l'agression sexuelle, c'est que moi, j'ai mis en place toutes les procédures internes qu'il fallait, c'est quelqu'un qui serait inaudible. Alors, qui partage le malaise, je reprends votre mot, ou qui, au contraire, veut le battre en brèche? Parce qu'après tout, on peut en débattre. Allez-y. En fait, je crois qu'il y a surtout le fait que, pris isolément, certaines affaires ont pu être jugées d'une gravité telle que on pouvait soit les classer sans suite, soit ne pas donner de suite immédiate. Mais en faisant cela, on ignorait la trajectoire d'un homme, présumé innocent à cette heure, mais dont les faits qui lui sont reprochés ne cessent d'augmenter en termes de gravité. Et moi, ce que je retiens de tout cela, c'est que il y a effectivement cette affaire dont on vient d'avoir connaissance, qui se joue entre le nord de la France et le sud-ouest, mais qui se termine par effectivement un classement sans suite parce que c'était un renseignement judiciaire qui leur était présenté, et puis il a correspondu avec une jeune fille mineure, mais c'était une relation consentie. Mais ça déjà c'est une première tonalité, c'est une mise en éveil. Ensuite, il y a effectivement cette plainte qui, elle, se aboutit sur un classement sans suite parce que l'infraction est insuffisamment caractérisée. Il aura fallu quand même 2 années de procédure. Au milieu de ça, il y a le dirigeant de l'établissement scolaire où a travaillé ce monsieur qui se réveille très tard, 31 mai, c'est-à-dire en fait il y a 4 jours, pour dire au fait il a eu des échanges inappropriés avec une collégienne, donc moi je me signale à toutes fins utiles, mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là il n'y a pas eu d'article 40 ? Est-ce que les faits en question revêtaient un caractère pénal ou pas ? J'en sais rien, mais c'est quand même assez étrange. Tout ça, ça colore quand même un homme, alors certes présumé innocent, mais ça montre que, en n'ayant pas communiqué, en n'ayant pas partagé l'information, chacun étant dans son coin, un renseignement judiciaire d'un côté, un classement sans suite de l'autre, un article 40 dont on comprend pas bien pourquoi il n'est pas activé. On passe à côté de faits potentiellement beaucoup plus graves. Et alors le plus grave, ce sont les plaintes pour viol à proprement parler. Il y en a quand même 2 à cette heure. Alors, la procureure nous dit on va les lier. Bon, très bien, mais il y en a 2. Voilà. Une qui est arrivée aujourd'hui et une qui est plus ancienne. C'était l'autre point. Elle parle de regroupement. Ça veut dire quoi, très concrètement, regrouper conjointement sur les 2. Ce qui est plus logique, puisque ça vise la même personne. Et bon, il y en a une qui arrive ce matin. C'est l'homme qu'on a entendu tout à l'heure témoigner. Mais il y en a une qui remonte quand même à l'été dernier. Et puis maintenant, il y a le fait qu'il est aussi quand même suspecté d'être à l'origine de la disparition de la petite Liana. Donc ça fait beaucoup pour un seul homme dans une trajectoire qui ne cesse de monter en intensité. Et les signaux faibles, en fait, ils ont été ratés 3 fois. C'est ça que nous dit aussi cette conférence de presse. Et là, c'est quand même assez inquiétant. Donc pour vous, c'est plutôt la confirmation de la théorie du raté judiciaire? En tout cas, qu'il y a un dysfonctionnement manifeste. Oui, après, c'est à l'enquête administrative de dire qui, quoi, comment, dans quelles conditions. Mais quand vous avez 3 mises en éveil, que vous en ratez 3, et que arrivent ensuite des plaintes pour des faits encore plus graves, c'est-à-dire des faits de viol sur mineurs, et notamment à l'été 2025, pourquoi on ne remonte pas tous ces antécédents dès l'été 2025 ? Pourquoi là, maintenant ? On en revient à ces lumières rouges qui ne se sont pas allumées ou qui s'allument trop souvent et avec trop peu de monde pour les traiter. Valérie ? Oui, il y a une autre chose qui m'a semblé un peu intrigante, c'est que entre la plainte déposée en 2022 et l'instruction de cette plainte en janvier 2024 pour viol, on a changé de parquet et donc il a fallu 2 ans.
nous, là, on vient de s'apercevoir que la plainte déposée à Toulouse est passée au parquet de Auch et il a fallu quelques mois. Là, il a fallu quasiment 2 ans. Donc, ce découpage des juridictions, est-ce que ça aide la justice ou est-ce qu'au contraire, ça la freine et ça permet quand même à certains de passer à travers les mailles du filet, comme on dit. Oui. Voilà. Alors, on vous soumet une question. Oui, alors c'est une réponse qui rejoint votre question sur la jonction. Ça veut dire que c'est la même équipe qui va travailler et pas de façon éclatée par la carte judiciaire. Non, je vais vous dire pourquoi. En fait, que ça soit découpé, ça aide même en efficacité. Le fait qu'il y ait une carte judiciaire, comme il y a une carte militaire, comme il y a une carte administrative, etc. Pourquoi ? Parce que les fichiers sont nationaux, eux. C'est-à-dire, quand vous rentrez sur le système des infractions constatées, par exemple, pour reprendre le STIC dont nous avons parlé tout à l'heure, ça n'est pas réservé au parquet de Toulouse ou au parquet d'Auch. C'est national. Pareil pour ce qui a été constaté dans le Nord. Donc, on peut pas dire que, en réalité, pour revenir à votre excellente métaphore des signaux et des lumières rouges qui s'allument, on peut pas dire qu'elle échappe parce qu'elle n'est pas dans le ressort du parquetier qui doit s'intéresser à une plainte qui vient d'être déposée. Donc non, ce n'est pas un obstacle pour répondre. Mais 2 ans. Valérie, vous dites 2 ans pour passer d'un parquet. C'est un manquement. Ça veut dire que ça n'a pas été transmis en temps et en heure. Le traitement, si vous voulez, vous avez une incompétence territoriale. C'est important parce que sinon il y a une nullité qui fait que toute l'enquête risque de s'écrouler à la fin. Si on ne respecte pas ces règles d'attribution géographique des dossiers. Bon, à partir du moment où il est manifeste que le service de gendarmerie n'a pas orienté vers le bon parquet, le parquet qui est destinataire par erreur de ce signalement doit immédiatement transmettre au parquet compétent. S'il ne le fait pas, il pourra toujours arguer du fait qu'il est débordé, qu'il y a trop de signaux, etc. Mais d'abord, il n'a rien mis en place pour hiérarchiser l'importance des signaux. C'est ça aussi l'erreur. C'est en amont, quand on est débordé, c'est de faire face à la masse d'informations qu'on reçoit et ensuite transférer. C'est un mail, C'est un mail de transférer à son collègue d'Auch le dossier. 2 ans, ça fait combien de victimes potentielles ? Pardon, mais c'est cela que se disent les familles. Et donc, quand il y a des atteintes sexuelles sur des enfants et que un parquet met 2 ans à se dessaisir d'un dossier parce qu'il n'a pas la compétence territoriale, ce sont combien de signaux qui n'ont pas été enregistrés et combien de potentielles victimes. Je ne dis pas que le suspect a commis d'autres agressions, mais on ne peut pas ne pas s'empêcher de poser la question. C'est pour ça que votre question est d'autant plus légitime. Attendez, ce que dit Marie est important. Précisons-le quand même, je ne veux présager de rien et cet homme est présumé innocent pour l'instant. C'est un homme qui est aussi père de 2 filles. Donc on peut aussi se poser la question de l'urgence à entendre cet individu qui est visé quand même par beaucoup de plaintes pour viol sur des faits commis sur des petites filles. Alors, on prend la direction du terrain, je viens vers vous juste après Renaud. On rejoint Hugo de Matos avec Arthur Grolet qui ont assisté à cette conférence de presse de la procureure d'Auch. Que faut-il en retenir ? Ça a été extrêmement concis, ça a été extrêmement rapide et la volonté d'être en défense par rapport à une musique très forte qui monte d'une justice qui n'aurait pas été au rendez-vous. Oui, bien, durant cette conférence de presse, la procureure est revenue sur les différentes procédures qui visaient Jérôme B. 3 procédures identifiées. La première, en décembre 2017, après une première plainte, celle de la mère d'une jeune fille de 17 ans. La jeune fille aurait entretenu une relation avec Jérôme B, une relation consentie. La plainte a été classée sans suite. Une deuxième plainte en janvier 2024 qui vise toujours Jérôme B pour des faits de viol sur une mineure née en 2013. La procédure a également été classée sans suite en 2025. Elle est enfin revenue sur cette plainte pour viol déposée par la mère d'une mineure en août 2025. Elle a affirmé que l'enquête était en cours au moment de la disparition de Liana. Elle n'est pas revenue sur le temps de traitement de cette plainte. La procureure a annoncé que ces plaintes feront l'objet de regroupements et que les classements sans suite seront revus par le système judiciaire. Hugo de Matos et Arthur Grolet. 3 procédures concernant Jérôme B. Voilà ce que la procureure a mis sur la table, mais on a 5 éléments importants en réalité sur la table. Regardez comme l'accumulation des faits, c'est ce qui interpelle. Décembre 2017, relation avec une jeune femme de 17 ans. Janvier 2024, parquet de Béthune, autre plainte classée sans suite, mais plainte. 22 août 2025, il y a encore des faits. 31 mai 2026,
On apprend qu'il a été licencié d'un établissement, plainte pour viol sur mineur, ça a été déposé ce matin. Voilà ce millefeuille qui fait que il y a ce sujet qui est en train de prendre de l'ampleur, qui justifie notre interrogation d'un raté judiciaire. Renaud. Oui, bien sûr. Alors, il faut toujours rappeler la présomption d'innocence, mais pardonnez-moi, ça commence à faire beaucoup. Lorsque l'on voit l'accumulation des plaintes et des interrogations et des mystères. Un mot sur la conférence de presse. Je suis entièrement d'accord avec vous, maître. Un certain malaise, se défausser, être succinct, ne pas répondre aux questions des journalistes. Moi, je trouve ça curieux. C'est un peu la communication des années 80-90. Ça marche plus, ça. Enfin, on est en 2026. Il y a un besoin de transparence et c'est extrêmement important de répondre aux questions parce que l'émotion est très forte. Deuxième chose et dernière chose, il y a les responsabilités individuelles des fautes. Les enquêtes administratives le diront. Qui a fait quoi? Qui a tardé? Comment se fait-il qu'on attende 1 ou 2 ans après le traitement de telle ou telle plainte? Ça, c'est le schéma sur cette affaire, mais il faut dézoomer. La lenteur de la justice et le manque de personnel, le manque de moyens. Et si des drames comme ça peuvent de nouveau mettre sur le débat public le manque de moyens, le Conseil de l'Europe, 46 membres du Conseil de l'Europe, il y a un classement. La France arrive en avant-dernière position, derrière l'Irlande, en termes de nombre de procureurs par habitant. En avant-dernière position, la France. On a 2 fois moins de magistrats que les Allemands. Donc, le budget de la justice depuis 30 ou 40 ans est beaucoup trop faible. Nous sommes un pays surendetté, nous n'avons pas de moyens judiciaires. Il y a un goulot d'étranglement et on arrive à des histoires aussi dramatiques. Donc, c'est un débat politique de moyens de la justice. Comment faire mieux avec un rang qui est inacceptable pour la France? On est avant-dernier en nombre de procureurs. Marie Belot et on rejoint Francis Najbar juste après. Allez-y. C'est important. La raison pour laquelle la procureure Doche n'a pas pris la parole sur les avancées de l'enquête de l'IANA, c'est que elle n'a pas le droit de parler de cette enquête puisque maintenant c'est au procureur d'Agen de communiquer sur cette affaire. Elle s'est dessaisie au profit du parquet d'Agen. Donc, elle a effectivement fait une conférence de presse là où on en attend plutôt une de la part d'Olivier Naboulet, qui est le procureur d'Agen, pour les suites de l'enquête. Mais ce n'est pas à elle de s'exprimer sur l'avancée et les actes d'enquête en cours dans la disparition de Liana. Merci, important Marie, cette précision. Francis Najbar, bonjour et merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes ancien magistrat, membre de l'association d'aide aux victimes d'affaires non élucidées. Merci vraiment de prendre le temps. Je vous pose la question la plus directe. Estimez-vous que Jérôme B., toujours suspect, est quand même en train de devenir le symbole de maille du filet d'une justice trop lente? Bonjour, tout d'abord, est devenu le symbole, j'ai malheureusement l'impression que les symboles ne cessent de s'accumuler depuis un certain nombre d'années. Qu'il y ait des dysfonctionnements dans cette affaire, certes, les inspections justice, gendarmerie le diront, je ne pense pas qu'elles puissent conclure à un fonctionnement normal et régulier de la justice ou des services d'enquête. Mais j'ai l'impression que c'est la goutte d'eau qui risque de faire un peu déborder le vase. Je vous explique la raison pour laquelle je suis assez en colère, c'est parce que pendant 41 ans, pendant lesquels j'ai exercé mes fonctions, j'étais très proche des victimes et je regrettais que beaucoup de services, et notamment au sein de la justice, fassent preuve d'aussi peu d'empathie, et le mot est faible, vis-à-vis des victimes. Aujourd'hui, on parle de cette affaire absolument terrible, de la disparition de cette petite. Hier ou ce matin encore, j'ai écouté sur une affaire, le meurtre sauvage absolument dramatique du jeune Elias à Paris, tué à coups de machette pour un portable. J'écoutais sa maman qui était interviewée, je crois, sur une chaîne concurrente. Sa maman qui se sentait totalement méprisée par les 3 juges des enfants qui ont commis, alors qui sont responsables moralement, tout au moins, elles peuvent se sentir moralement responsables de ce qui a été commis par cette espèce de laxisme complètement délirant face à des multirécidivistes extrêmement dangereux. Eh bien, ces 3 juges des enfants refusent de la recevoir, de lui donner des explications, au mépris d'ailleurs des instructions données par le garde des Sceaux, qui demande des audiences dédiées, et à très très juste titre. Elle refuse. Elle refuse. Alors, est-ce que c'est de la lâcheté? Est-ce que c'est de l'indifférence? Est-ce que c'est du mépris? Pour cette maman tout à fait digne, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement posé, qui ne donne pas les noms en pâture comme elle l'a dit, eh bien, c'est insupportable. Et aujourd'hui,
on arrive à quoi ? On arrive à... Alors, je sais bien qu'il y a des problèmes de moyens, je le sais, mais c'est un peu facile de se réfugier toujours derrière ces problèmes de moyens. Qu'est-ce qui peut être plus prioritaire que de la pédocriminalité ? Qu'est-ce qui peut être plus prioritaire que de ne pas consulter les fichiers ? On en a parlé sur votre antenne, le STIC, le TAJ, etc., pour faire en sorte que ces enquêtes soient diligentées de manière prioritaire et surtout qu'elles ne soient pas transmises avec des années ou des mois, en l'espèce des mois, de retard comme dans cette affaire. C'est tout simplement inadmissible, ce n'est pas audible pour l'opinion publique et ça risque d'être, encore une fois, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, on continue d'en parler ensemble, on a un petit peu de temps, Francis Najbar. Je voudrais juste vous faire entendre la réaction du gouvernement, parce que Laurent Nunez, il est allé dans l'hémicycle cet après-midi pour dire « Ok, en somme, reconnaissons que quelque chose n'a pas tourné rond, on ouvre une enquête administrative. » On va l'écouter et puis vous me dites ce que vous en pensez juste après. Les questions que vous posez sont très légitimes, de savoir quels ont été les actes d'enquête qui ont été engagés, quel temps ces actes ont pris, qui a été saisi, quelles suites ont été données très concrètement. J'en ai parlé avec le garde des Sceaux et nous avons décidé sur cette question de diligenter une enquête administrative qui sera confiée à l'inspection générale de la justice. En attendant, il faut laisser évidemment toute sa place aux recherches, mais vraiment voilà, nous prenons ces faits que vous avez cités, cette procédure antérieure, très au sérieux, et donc nous allons regarder ça évidemment de très très près. Et l'homme que vous avez aperçu, c'est le député du Gers qui, avec beaucoup de dignité, pour prendre ce que disait Valérie plus tôt dans l'après-midi, a interpellé le gouvernement. L'ouverture d'une enquête administrative pour le judiciaire et le côté gendarmerie également, pour vous, c'est une réponse, pas la réponse globale, mais une première réponse qui peut être à la hauteur ? Pour moi, c'est une évidence. Je ne vois pas comment on peut ne pas diligenter une enquête confiée à l'inspection générale de la justice et à l'inspection générale de la gendarmerie. C'est une évidence, parce qu'encore une fois, il y a manifestement des dysfonctionnements, des ratés, on les appelle comme l'on veut, mais c'est tout à fait anormal ce qui s'est produit dans cette affaire. Et c'est une évidence, et c'est toujours un peu la même réponse. Je veux dire, on crée effectivement une inspection. Est-ce qu'on va en tirer des leçons ? Est-ce qu'on va effectivement pouvoir faire en sorte que ça ne se reproduise pas ? À chaque fois qu'il y a un drame, on dit plus jamais ça. À chaque fois qu'il y a des événements dramatiques qui se créent, par exemple à l'occasion d'une compétition sportive, on va dire qu'on va se montrer intraitable. Mais je veux dire, nos concitoyens, ils n'y croient plus vraiment dans ces phrases, un peu dans ces effets d'annonce. Il faut véritablement aujourd'hui qu'il y ait des actes, qu'il y ait une vraie volonté politique. Depuis 15 ans, on ne peut pas dire que le régalien, police, justice soit la priorité des gouvernements successifs. C'est même exactement l'inverse. Je prends un seul exemple, les places de prison. Vous avez promis 30 000 places de prison qui sont tout à fait indispensables. On en a à peine 3 000, quoi. Bon, et nos concitoyens ont quand même l'impression qu'on se moque un peu d'eux, quoi, avec ces effets d'annonce, avec ces phrases qui ne sont jamais suivies d'effets. Et si 77% de nos concitoyens ne font plus confiance en la justice, après des affaires comme ça, je crains que si un sondage a lieu demain, on crève à nouveau les plafonds. Et alors, on reste ensemble. On reste ensemble et pardonnez-moi Francis Najbar, j'ai un petit point d'interrogation. La procureure, elle a parlé de réouvrir une enquête. Quelle enquête et qu'est-ce que ça peut permettre ? C'est la plainte qui a été déposée du côté de Béthune, qui a été classée sans suite en 2024 pour éléments insuffisamment caractérisés. Ça va être dans le cadre de l'enquête, l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée pour qu'il y ait des poursuites. C'est ça qu'elle a expliqué. Mais à la lumière de faits nouveaux, et notamment de ces nouvelles plaintes, on pourrait reconsidérer cette affaire-là en plus. C'est-à-dire que des plaintes, maintenant il y a déjà 2 plaignantes. Mineurs, donc c'est bien leurs parents, mais il y a le papa qui s'est signalé ce matin, oui. Et puis il y a la maman de cette petite fille qui, elle, s'était signalée à l'été 2025. C'est les 2 fameuses enquêtes qui vont être jointes, comme elle l'a expliqué. Donc, et ce qu'elle a dit, c'est que cette plainte qui avait été classée sans suite pourrait donner lieu maintenant à ce qu'une l'enquête soit réexaminée à la lumière de ces faits nouveaux. On parle à l'époque d'une mineure de 15 ans, donc pas 17, avec cette frontière un peu grise parfois quand on est à 17 ans et pas loin des 18 ans. 15 ans la mineure de 2020. De 17 ans, je ne crois pas qu'il y ait vraiment une plainte. Elle a dit renseignement judiciaire. J'ai pas dit qu'il y avait eu plainte. Voilà. Je dis juste que là on parle bien d'une mineure de 15 ans, on n'est pas dans ces 17 ans où parfois on interroge. Elle a moins que ça, elle a beaucoup moins de ça, elle a 9 ans.
c'est celle de Béthune, janvier 2024. Mais en fait, c'est le motif d'enquête, c'est viol sur mineur de 15 ans. Mais en fait, de moins de 15 ans. Elle a des 9 ans. De moins de 15 ans. Mais elle a 9 ans, ça c'est l'information qu'on a. Oui, c'est l'information qu'on avait, c'est que c'était vraiment une petite fille. Alors on a que des petites filles entre 9 et 11 ans. D'accord. Donc, sauf le signalement sur la jeune fille de 17 ans, toutes les plaintes, les 3 plaintes dont on nous parle, toutes celles classées sans suite, c'est des petites filles qui ont... Alors, pardonnez-moi, c'est donc pire, donc moins de 15 ans. Donc, on n'est pas dans cette frontière, et loin, très très loin de là. Moi, je voudrais rajouter qu'il y a eu, en plus de toutes ces horreurs, il y a une affaire dans l'affaire, c'est la manière dont les gendarmes ont répondu à la mère de la petite fille qui a donc déclaré avoir été violée par le suspect. Et qui, d'après les propos de la mère, ça méritera d'être vérifié, lui ont dit qu'elle les saoulait, puisqu'elle appelait trop souvent pour avoir les avancées de l'enquête, et que si elle continuait, il déposerait une main courante pour harcèlement. Moi, il y a beaucoup de drames. S'entendre dire cela quand on est la mère d'une enfant qui a été violée, qui dit avoir été violée, je trouve que c'est d'une violence incommensurable. Et quand votre interlocuteur parlait de l'empathie, il y a les juges, mais il y a aussi parfois les enquêteurs qui ne font pas preuve de la plus élémentaire des empathies face à des gens dans une détresse invraisemblable, qui ne connaissent pas plus que moi d'ailleurs, les méandres de la justice et qui s'entendent dire qu'on les saoule. Il faut une révolution de tout ça. Oui, encore une fois, je rappelle un contexte, encore une fois, qui est extrêmement lourd et compliqué. Scandale de pédocriminalité dans la capitale, des cas qu'on ne sait plus compter désormais, des faits divers, encore et encore. Il n'est pas question ici de noircir le tableau, d'être dans le catastrophisme permanent, mais on ne peut pas non plus arrêter de regarder, arrêter d'en parler par peur justement de faire peur. Mais est-ce qu'il faut même aller plus loin et dire, OK, il faut tout remettre à plat désormais, il faut tout remettre à plat? Oui, certainement. D'abord, l'IA qui interroge beaucoup. On voit qu'en matière de renseignement militaire, elle sert beaucoup à trier la qualité des informations reçues, etc. C'est étonnant, en tout cas qu'à la connaissance du grand public, il n'y ait pas ce genre de système qui soit déjà mis en œuvre en matière de renseignement judiciaire et policier pour recouper les informations et traiter leur hiérarchie. La deuxième chose, c'est un problème culturel. C'est-à-dire que de même qu'on parle beaucoup de maltraitance médicale depuis quelques années, on passe sous silence la maltraitance judiciaire ou policière. Et c'est pas une maltraitance voulue, si vous voulez. Le gendarme ne veut pas être maltraitant, le juge ne veut pas être maltraitant, pas plus que le médecin ou l'infirmière. Par contre, dans les faits, ça se traduit par une maltraitance. C'est-à-dire, voilà une femme qui est inquiète, qui appelle un service qui est là pour la protéger et qui se voit menacée d'une procédure à son encontre parce qu'elle est jugée trop insistante. Pardonnez-moi, je voudrais juste qu'il nous reste 30 secondes avant la courte pause, savoir si Francis Nachbar, vous avez quelques secondes, monsieur May, est-ce que vous parlez aussi de maltraitance judiciaire et policière? Oui, effectivement. Je partage tout à fait ce point de vue. Il y a parfois et trop souvent des situations où effectivement il y a de la maltraitance judiciaire. Je ne parle pas de la policière, moi je ne suis pas policier, mais il y a effectivement de la maltraitance judiciaire. Et puis souvent, beaucoup trop souvent, alors même que c'est pas de la maltraitance, il y a de l'indifférence. Il y a un refus de communiquer, il y a un refus de dialogue et il y a un manque d'empathie absolument dramatique très souvent. Je ne dis pas toujours. J'ai vu au contraire des collègues très à l'écoute des victimes ou des plaignants, mais trop souvent, il y a effectivement ce manque de dialogue, ce manque d'empathie et cette indifférence qui peut être considérée comme de la maltraitance. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. C'était précieux de vous entendre, ancien magistrat. Merci. Et je rappelle, membre de l'association d'aide aux victimes d'affaires non élucidées. Merci. On se retrouve dans un tout petit instant. C'est à peine 3 minutes de pause. Donc vous filez, vous revenez. Mais voilà, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Bougez pas. Ou alors vous ne bougez pas. Voilà. Alors on reprend le fil de ce grand dossier avec cet enjeu, cette question, affaire Liana, un raté judiciaire alors que les recherches se poursuivent encore en ce moment, 6e jour, pour tenter de retrouver l'enfant de 11 ans disparu depuis vendredi dans le Gers. La procureure de la République d'Auch s'est exprimée
parole à la défense du système judiciaire. Si je devais résumer, on va l'entendre dans un tout petit instant. On va tout décrypter ensemble avec mes invités que je resalue. Nous sommes toujours avec Marie Belot, avec Maître Carbon de 16. Nous sommes avec Guillaume Fabre, nous sommes avec Valérie Nataf, avec vous Renaud Pilat, et nous sommes également avec Marc Rolland. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien capitaine de gendarmerie, rédacteur pour la Voix du gendarme. Merci d'avoir pris le temps de vous mettre en direct avec nous. Je voudrais juste qu'on réécoute quelques mots de cette conférence de presse de la procureure. C'est important. Ce que je tiens à vous indiquer aujourd'hui, c'est qu'en parallèle de l'information judiciaire pour enlèvement et séquestration, les enquêtes judiciaires ouvertes pour viol sur mineurs vont se poursuivre et vraisemblablement faire l'objet d'un regroupement afin de les traiter à la lumière les unes des autres. Il est tout à fait envisageable également que la procédure qui avait fait l'objet d'un classement sans suite en 2024 soit aussi réexaminée à la lumière des événements récents pour envisager une reprise des investigations. Voilà, Marie Belot, est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs qui n'auraient pas suivi la conférence, quel est le point le plus important à garder en tête à cette heure ? C'est l'accumulation des procédures qui visaient cet individu et dont on n'avait pas connaissance. La procureure est revenue dans le détail. Il y a d'abord un renseignement judiciaire en décembre 2017 où une mère signale que sa fille a une relation certes consentie, dit-elle, donc elle a 17 ans, avec cet homme qui en a alors 32. La justice estime qu'à 17 ans, on connaît en tout cas le consentement et que donc on ne le poursuit pas. Mais donc, premier fait, relation avec différence d'âge. Janvier 2024, il y a une autre enquête pour des faits commis en 2022, faits commis en 2020 sur une petite fille de 7-8 ans, insuffisamment caractérisée, classée sans suite. Il y a cette fameuse plainte déposée en août 2025, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui avec ce dessaisissement au parquet de Toulouse, parquet de Auch. Là, sur une petite fille de 10 ans, plainte pour viol déposée. L'enquête était encore en cours au moment où Liana a disparu et on apprend une nouvelle plainte déposée ce matin pour un viol qui aurait été commis sur une petite fille de 10 ans pendant une soirée pyjama et un licenciement alors qu'il était agent d'entretien dans un lycée pour une relation, je cite, inappropriée avec une lycéenne. Donc ça fait 5 faits où Jérôme B serait impliqué dans des relations avec des mineurs, même s'il est présumé innocent et qu'il y a eu plusieurs classements sans suite. Merci beaucoup Marie. Marc Rolland, je me tourne donc vers vous, ancien capitaine de gendarmerie, rédacteur pour la Voix du gendarme. La question que je pose à chacun de ces invités, dans cette affaire, Jérôme B est-il passé à travers les mailles d'un filet d'une justice trop lente ? Absolument pas. À chaque fois, il a été l'objet de procédures judiciaires et les éléments rapportés en procédure, les éléments factuels, les éléments matériels, n'ont pas permis de consolider l'hypothèse criminelle qui lui aurait été imputable. C'est le droit, c'est l'exercice du droit et que le droit. On ne juge pas les gens sur la rumeur publique, on ne juge pas les gens sur l'ire public, mais sur des faits matériellement prouvés et présentables, audibles en justice. Alors attention, Marc Rolland, le gouvernement a annoncé dans l'hémicycle l'ouverture d'une enquête administrative pour le volet judiciaire, mais également pour le volet gendarme, estimant en somme qu'il y avait bien des choses qu'il fallait soulever, des points qu'il fallait soulever. Vous le dénoncez ? Absolument pas, absolument pas. Nous autres gendarmes, absolument rien à dissimuler. Nous faisons notre travail avec le maximum de nos capacités humaines, celles de tout un chacun, nos capacités matérielles et techniques. En cela, on accueille avec bienveillance et avec toute la raison utile une enquête, des investigations pour vérifier effectivement s'il y a eu une erreur de service, une erreur de gestion dans le cadre de ce dernier dossier. Absolument aucune inquiétude. Alors, je voyais beaucoup de réactions sur ce plateau, pour tout vous dire. Je me tourne vers vous, Maître Carbon de 16, pour commencer. Comment vous réagissez à ce que vient de dire monsieur ? Déjà, je comprends pas très bien ce que ça veut dire qu'accueillir avec bienveillance une enquête, si vous voulez. On n'a pas à accueillir avec bienveillance ou avec malveillance. L'enquête, elle s'impose aux services qui vont la subir. Donc, il n'y a pas d'accueil particulier à attendre. Ensuite, on voit bien une position qui est une position de principe. Parce que avant même de savoir ce qui s'est passé, on décide de plaider que, en réalité, on a tout fait comme il fallait. Avant même que l'enquête ait commencé, et donc par la palissade avant même que l'enquête ait conclu. Donc, si vous voulez, la position qui consiste à vous dire, qui est parallèle d'ailleurs à la position du parquet, qui vient vous dire, en fait, moi je ne viens vous parler que pour une plaidoirie pro domo,
on continue à ne pas parler de la malheureuse Liana, on parle que de ce qu'on a fait, et en adoptant la posture de la personne qui a systématiquement respecté les procédures internes et donc n'a pas à se reprocher quoi que ce soit, y compris par exemple la question de la saisine d'un mauvais parquet par les enquêteurs, les gendarmes, y compris s'agissant au sein du parquet le temps de transmission au parquet compétent. Donc si vous voulez, c'est un phénomène connu en sociologie des institutions. Le corps se protège et donc protège ses membres. Vous êtes en train de vous protéger et de protéger vos membres, Marc Rolland ? Écoutez, moi je laisse la responsabilité des propos tenus par votre invité à sa juste mesure. En ce qui me concerne, pour avoir près de 40 ans d'expérience en milieu opérationnel, je sais qu'on est toujours perfectible parce que la jurisprudence, l'évolution technique et matérielle fait en sorte qu'on est toujours en phase d'apprentissage. Mais je l'ai comme observé qu'à chaque fois, l'autorité judiciaire, et je le rappelle avec sérieux et sérénité, l'activité judiciaire est placée sous la responsabilité et la direction du procureur de la République, le contrôle du procureur général et la surveillance de la chambre d'instruction. Donc ça fait quand même plein de gens, plein de magistrats qui surveillent l'activité judiciaire. En cela, s'il y avait un doute sur la capacité des gendarmes à mener leurs investigations, rassurez-vous, cela aurait été décrété depuis bien longtemps. Allez-y, Guillaume Farne. En fait, ce qui interroge quand même, c'est que dans les antécédents de cet homme, si on résume, il y a un renseignement judiciaire pour des faits qui datent quand même de décembre 2017 à février 2018. Il a correspondu avec une mineure, certes, c'était consenti, mais tout de même, c'est déjà un premier signal d'éveil, d'alerte. Ensuite, il y a le fait qu'il a travaillé en 2021 dans cet établissement scolaire, qu'il en a été renvoyé, après avoir eu une correspondance absolument inappropriée avec une collégienne. Là aussi, c'est un autre signal d'éveil, d'alerte. Il y a cette plainte qui finit par être classée sans suite, dont on apprend aujourd'hui que ça pourrait être rouvert, mais tout de même, là c'est une très jeune mineure qui est plaignante avec l'assistance de sa maman. Et ces trois éléments-là, quand la plainte d'août 2025 arrive, donc là c'est les parents de la petite Rosa qui a 12 ans. Pourquoi ces trois éléments les gendarmes n'en tiennent pas suffisamment compte? La procureure nous dit, d'abord il y a le transfert de parquet, très bien, à partir de janvier il y a une enquête, et on allait le mettre en garde à vue. Elle termine comme ça, on allait le mettre en garde à vue. Mais à la lumière de ces trois antécédents-là, on aurait pu imaginer que ça aille quand même un peu plus vite, parce que cet homme tout présumé innocent qu'il est, il présentait quand même des indices concordants sur une certaine dangerosité. Et c'est ça qui, je pense, sera au cœur de l'enquête administrative. Oui, on voit Marc Rolland qui dit non de la tête. Alors allez-y, exprimez-le, verbalisez-le. Écoutez, moi je vais vous dire que lorsqu'on a bénéficié de 2 classements sans suite, ça serait quand même malheureux qu'on obtienne un 3e classement sans suite dans le cadre de cette procédure de 2025, justement parce qu'on allait trop vite et qu'on a mal fait les choses. Parfois, il faut un peu de temps, parce que le temps médiatique, c'est pas le temps judiciaire. Il y a des investigations qui nécessitent du temps, de la pertinence, de l'analyse, et en cela, effectivement, c'est un véritable challenge que de pouvoir matérialiser les éléments de preuve dans le cadre d'une procédure judiciaire. L'intéressé, il a fait l'objet de 2 classements sans suite. À 2 reprises, il a bénéficié d'un quitus judiciaire. On a reconnu qu'il n'était pas coupable, en tout cas que les éléments rapportés en procédure n'étaient pas suffisants pour matérialiser sa responsabilité pénale. En cela, ça aurait été malheureux qu'on fasse une 3e fois l'erreur d'un classement sans suite qui aurait une fois plus sacralisé, entre guillemets, son innocence de fait. Il y a une des affaires qui va être réouverte, très visiblement. Donc il y aura à nouveau le temps de l'enquête que vous appelez de vos voeux, du coup. Plus de temps pour l'enquête, allez-y. Moi je vous rappelle l'enquête qu'il y a eu lieu pour l'affaire Lina, où il y avait aussi un classement sans suite pour un fait de viol antérieur. Et c'est bien parce que le dossier principal, la disparition de cette malheureuse jeune fille, a réveillé des dossiers qui étaient toujours dans le temps de l'exercice de la police judiciaire, non prescrit. Et en cela, effectivement, on a réouvert, on a réexaminé un classement sans suite prononcé par le parquet de Saverne à l'époque. Quoi, la matière vivante, la justice, la procédure pénale est une matière vivante. Oui, mais j'entends très bien ce que vous dites, mais ce n'est pas entendable par les Français. C'est pas entendable. On peut pas entendre ça. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, parce que vous avez raison, un travail minutieux d'enquête, de gendarmerie ou de police, ça prend du temps. Mais soit le travail prend trop de temps parce que vous n'êtes pas assez nombreux, les uns et les autres, et effectivement, il y a un manque de moyens policiers,
gendarmes, on le sait, depuis on va dire 10-15 ans, il y a un rattrapage, mais il n'y a pas encore assez de membres de forces de l'ordre qui enquêtent, d'enquêteurs. Deuxièmement, il y a un manque de procureurs et de magistrats. Je l'ai dit tout à l'heure, on a 2 fois moins de magistrats en France qu'en Allemagne. On a 2 fois moins de magistrats en France qu'en Allemagne. Procureurs, on est à l'avant-dernier rang en Europe, le nombre de procureurs, on est juste derrière l'Irlande, l'avant-dernier, à force d'avoir des budgets de la justice minables depuis 30 ans. Donc, pour répondre à votre question, Amélie, il faut tout revoir. Ça tombe bien, on a une campagne présidentielle. Ce que je demandais, s'il fallait une révolution et tout remettre. Il faut une révolution. Il faut beaucoup de révolutions dans beaucoup de domaines. Et ça tombe bien, on a une campagne présidentielle. J'espère qu'elle sera passionnante, approfondie et pas démago. Et pourquoi c'est pas entendable? Je termine là-dessus. C'est que vous avez des affaires, effectivement, où ça prend du temps et on peut considérer qu'il y a eu des fautes ou pas. Mais même s'il n'y a pas d'erreur individuelle et que chacun fait bien son travail, c'est trop long. On a cette affaire-là. On a tous connaissance des affaires de viol où le procès a lieu 4-5 ans après. D'accord? 4-5 ans. Tant que le procès n'a pas lieu pour une affaire de viol, la victime ne peut pas être réparée. 5 ans d'enfer, de vie volée. Quand le procès a lieu. Exactement. On peut se réparer à partir du moment où on est dans son box, qu'on voit les accusés et qu'il y a peut-être un regret, peut-être un regard de pardon, quelque chose. Et là, le travail très profond, aidé par des psychologues, peut se faire. C'est trop long, c'est inacceptable. Il faut tout revoir. La lenteur de la justice, c'est des dizaines et des dizaines de centaines de milliers de Français qui ont des vies gâchées. Là, il y a la justice, mais il y a également la gendarmerie qui est en question, puisque une enquête administrative est ouverte pour le judiciaire et pour le volet gendarmerie également. Marie Belot, je vous voyais réagir assez fortement aux propos de Marc Rolland. Oui, parce que d'après Marc Rolland, tout a été fait, l'enquête a été menée correctement et que les enquêtes sont longues. Moi, ce que je remarque dans ce que dit la procureure, c'est que le parquet a fait des réquisitions, donc des demandes aux gendarmes d'audition complémentaire de la mère, des demandes de réquisition téléphonique, des demandes d'actes complémentaires absents, mais elle ne nous dit pas ce qui a été fait. Donc j'ai hâte de voir le rapport de l'inspection générale de la gendarmerie nationale pour voir très concrètement si cette plainte, elle est restée sur une pile, sur un bureau, et que les gendarmes, peut-être par manque d'effectifs, ont dit on verra ça plus tard, ou si des actes ont été faits, et effectivement, il a raison, ça prend du temps d'enquêter, mais est-ce que des actes d'enquête ont été menés dans cette plainte, depuis cette plainte qui a été déposée au mois d'août? Est-ce qu'il y a eu enquête? Ce qui me frappe, monsieur, c'est que vous dites... Il y a eu à chaque fois des enquêtes, et il y a eu 2 classements sans suite, enfin un classement sans suite et une infraction insuffisamment caractérisée. Donc ça veut bien dire que les mailles du filet, pour reprendre l'expression d'Amélie Carwer, ne sont pas lâches et qu'on a pu à chaque fois enquêter. Mais est-ce que la difficulté, ce n'est pas que l'accumulation d'affaires concernant cet homme, d'affaires classées sans suite, insuffisamment caractérisés, mais qui se multiplient année après année depuis 2017, donc 9 ans après la première infraction caractérisée. Comment est-ce possible de dire que tout a été bien fait puisqu'on ne prend pas en compte l'accumulation de faits reprochés à une seule personne, certes présumée innocente, mais actuellement interrogée par les enquêteurs? Et j'ajoute à ça une question, est-ce qu'en tout cas ça ne peut pas pousser à une accélération des procédures, quelle qu'en soit l'issue, puisque, encore une fois, j'en reviens à toutes ces alertes rouges qui clignotent ensemble. Est-ce que ça ne devrait pas pousser à justement mettre tous les dossiers au-dessus de la pile pour aller plus vite? Marc Rolland. Écoutez, des dossiers en gendarmerie, vous en avez autant qu'il existe d'infractions dans le code pénal, que ce soit la lutte contre l'immigration irrégulière, les violences intrafamiliales, les vols, les cambriolages, les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens. Autant de sujets qui méritent une attention sérieuse, réelle et sérieuse de la part des enquêteurs. Mais je vais quand même vous dire une chose. Vous parlez de réquisition. Vous requérez un opérateur téléphonique. Vous requérez un pédopsychiatre. Vous requérez un institut médico-légal. Vous requérez il y a le délai de traitement. La personne refuse également ses délais de traitement judiciaire. Elle a également ses contraintes professionnelles. Vous pouvez requérir une personne le 1er janvier et n'avoir un résultat formel que le 30 avril. Là aussi, il y a des délais incompressibles qui ne sont pas forcément ceux de la gendarmerie, mais qui sont du fait des acteurs sollicités, requis, qui ont également leurs contraintes. Merci Marc Rolland. Malheureusement, je dis bien malheureusement, puisque c'est toujours une mauvaise nouvelle d'avoir ces débats, mais ils vont se poursuivre, j'en doute pas un instant. Le temps pour nous est malheureusement compté là encore. Merci d'avoir été avec nous, tous, chers invités, Maître, Guillaume, Valérie. Merci Renaud, merci beaucoup Marie Belot pour les explications. Alors je vous signale ce soir un rendez-vous à ne pas manquer.
C'est une grande confrontation qui est présentée, orchestrée par David Pujadas. C'est à 21h. Et cette grande confrontation, eh bien, son enjeu, c'est l'autorité et la question de la France impuissante. Raquel Garrido, Robert Ménard et le policier Abdoulaye Kanté débattront ensemble. C'est à suivre 21h sur LCI.